dans les camps est épouvantable. Les médecins déportés tentent, avec les moyens du bord, d'apporter le minimum de soins aux malades. Alors vous m'avez posé la question, que faisiez-vous comme médecin dans les camps? Moi, j'avais été pris comme épidémiologiste par mes connaissances que j'avais de médicales et pharmaceutiques. J'avais été choisi pour l'épidémiologie. Et j'avais été mis dans un bloc de typhus où les hommes mouraient à la moyenne de 50 par jour dans mon bloc. Et j'ai survécu là-bas 3 mois avec eux. Qu'est-ce qu'on leur donnait comme médicament? Rien. Nous avions le fameux Rubiazole, qui était une famille, mais qui se donnait au compte-gouttes que pour les Polonais. Pratiquement, l'hôpital servait de l'hôpital. Le Révire, parce que ce n'était pas un hôpital, leur permettait de survivre 3-4 jours, d'attendre et peut-être de remonter. Alors, le médecin, dans le camp, nous faisions quelques pansements avec des bouts de papier. Nous faisions de la réhydratation lorsque nous pouvions, nous faisions du repos. Pourtant, le destin des malades demeure inexorablement le même. Si la maladie ne les tue pas, la sélection s'en chargera. Et là, j'ai pu voir de mes yeux les fameuses sélections, encore avec le fameux Mengele, qui passait tous les jours et qui enlevait, non pas les mourants, mais les malades qui pensaient ne pas pouvoir récupérer, et les envoyait. Alors tous les jours, il y avait dans mon bloc 10, 20, 30, 40 des malades qui étaient pris et envoyés au four. Et je me rappelle encore avec une amertume profonde, qui a connu ici à Marseille bien, Rose Blum. Il y avait le fils Blum que j'ai connu très bien et qui avait été sélectionné comme étant trop maigre et pour aller au four. Il m'a dit, tu vois, je suis pris, je m'en vais, je vais être brûlé. Je lui ai dit, mais non, je voulais lui remonter le moral encore. Je lui ai porté un oignon, vous allez voir comment je l'avais, un oignon, et effectivement, le soir, il est parti au four. Je lui ai dit, non, tu vas vers un autre bloc, tu vas vers un autre camp, mais en réalité, nous savions très bien qu'ils allaient au four tous. Et que deviennent ceux que l'on pouvait dire bien portants? La moindre mesure d'hygiène se transforme en occasion de supplice. Écoutons encore. Dans la nuit, commençait la fameuse séance des coiffeurs. Il fallait nous couper les cheveux. Je vous parle des premiers jours, vous verrez qu'après tout est pire. Les premiers, on nous coupe les cheveux. Alors, premièrement, il faut veiller jusqu'à 1h, 2h, 3h, 4h du matin pour passer en ligne et se faire couper les cheveux. Dans les blocs, c'est l'invasion des excréments. Puis après, on s'entend sur le lit avec ceux qui s'y trouvent déjà, qui sont mourants, qui crient, qui font sur vous. Ça sent la merde, excusez-moi l'expression, partout. Il y en a partout, sur la terre, sur les bancs, sur le lit. Et on s'en met partout. Résultat, le lendemain, on est couvert de furoncles. Et puis, surtout, les poux, partout, tuent les détenus. J'ai vu des poux voler. Vous savez ce que c'est voler, les poux? On les voyait sauter d'un bloc, d'un lit à un autre. On les voyait sauter. Et ces poux, malheureusement, ce n'étaient pas les poux que vous aviez vus à Compiègne, c'était des poux porteurs de typhus exanthématique. Et le résultat, c'était des milliers et des milliers de morts. Et d'autres, énormément, mouraient par le typhus exanthématique. Je vais vous raconter encore des détails qui sont très très intéressants parce que c'est des détails vécus. Lorsque je suis rentré à Bergen-Belsen, les Allemands avaient eu encore un sadisme nouveau. Il y avait un bloc qui était le bloc de typhus, c'est-à-dire où il y avait le typhus. Ils nous ont entassés là-dedans, vous savez, comme des sardines les uns sur les autres. À peine si l'on pouvait respirer. Lorsque on est sorti de ce bloc, moi j'ai vu des poux qui volaient. Ils volaient les poux, ils sautaient d'un truc, on les voyait. Enfin, moi, pour m'enlever les poux du corps, vous savez comment je faisais? Oui, je mettais un morceau de chiffon dans ma veste, et toutes les 5 minutes, je le sortais, je faisais comme ça, et les poux tombaient, et toutes les 5 minutes. Donc les poux nous dévoraient. Moi, je faisais beaucoup de l'épouillage. J'avais une méthode qui m'avait assez réussi, qui m'avait servi à gagner beaucoup, je dirais, ma vie. Après le commando dur du soir, j'allais au cabinet. Je prenais de la chaux vive qui était par terre, parce que les cabinets, vous savez ce que c'était? C'était des trous. Et malheureusement, on faisait partout. Et on s'asseyait dessus. Tous les déportés avaient des furoncles, des abcès, des fesses affreux. Et les Allemands venaient et jetaient de la chaux vive dessus. Bon. Moi, en tant que pharmacien, j'avais cette compétence. J'allais, je ramassais la chaux.
je la mettais dans l'eau, je la diluais au maximum, et je m'en servais pour enlever les pousses, le disant comme dirait. Je travaillais le soir jusqu'à à l'extinction des feux, parce qu'après nous ne pouvions plus. J'allais chez les Polonais, les Ariens, et je leur faisais des frictions avec ma fameuse solution. Mais parfois, l'épouillage lui-même peut tuer. Il y avait la scène d'épouillage. Il fallait nous enlever les poux que nous avions, je vous dis, par milliers, hein, pas par centaines. Et alors, ça consistait à tremper notre vêtement dans un bain d'eau féniquée, probablement, et on trempait le vêtement et on vous le redonnait et vous le mettiez. Or, ce costume mouillé que vous mettiez alors qu'il y avait moins de 10 degrés ou moins 5 degrés, immédiatement se transformait en une cuirasse de neige, de glace, et c'était le froid qui vous prenait, la pneumonie. C'est là que j'ai appris ce que je n'avais peut-être jamais vu en médecine, le délire de la pneumonie. Par-dessus tout, la souffrance morale et l'abêtissement de l'homme est partout. La douleur parvient à anesthésier les cerveaux. Il faut que vous sachiez une chose, la souffrance physique que nous avions n'est rien. Nous étions annihilés moralement. Et je crois que si j'ai pu survivre, c'est que j'étais arrivé à faire l'anesthésie de mon cerveau. C'est ce qui s'est produit. Beaucoup de déportés n'ont pas survécu à leur douleur morale. Au bout de 2-3 jours, ils disparaissaient. Vous parlez de la déchéance du déporté. Je crois que la chose la plus pénible, la plus dure pour nous autres déportés a été la destruction morale. La destruction morale, c'est physiquement, moi j'ai reçu des coups. J'ai reçu des coups en quantité. J'ai reçu le Fünfundzwanzig, c'est-à-dire qu'on me donnait 25 coups de bâton. Vous laissez tomber votre pantalon, vous recevez un coup de bâton, vous croyez au premier coup de bâton que votre fesse va éclater, effectivement elle éclate, elle se met à saigner. Au deuxième coup de bâton, vous dites je vais mourir. Au troisième vous ne sentez plus rien. Vous sentez le sang qui tombe chaud, mais vous n'avez plus mal. Il y a une certaine insensibilité. Je crois que nous sommes arrivés, ceux qui avons survécu, à anesthésier notre âme, à anesthésier notre cerveau. Nous ne pensions plus qu'à la seconde de la seconde. Moi, pourtant, je pensais toute la journée à ma femme. Mais j'arrivais à avoir quand même une anesthésie. Je ne voyais plus ce qui se passait autour de moi. Des faits qui sont comme des poignards. J'ai pu connaître les différences qu'il y avait entre les uns et les autres. Ce que je peux dire, c'est que pendant que nous traversions les villages, et c'est là que j'en reviens quand vous parliez tout à l'heure des Français, je ne vais plus au loin. Les Français il y avait les bons, il y avait les mauvais. Mais ce que j'ai déploré terriblement, je dirais même qu'il y avait plus de bons que de mauvais dans les Français, quoi que vous en pensez, puisque j'ai vu des choses admirables. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la bassesse de l'âme humaine, de l'homme. Je ne dis pas du français ou de l'allemand, puisque j'ai vu à Birkenau un père, un médecin, il s'appelait... Enfin, pas bon. Ma mémoire fait défaut, Birkenau en est la faute. Me dire, tu sais, ici, on castre les enfants pour faire des expériences. Je dis, qu'est-ce que tu en sais, toi? Il me dit, mais mon propre fils a été castré. Je dis, oui, il est ton fils. Il est là. Ils s'en foutaient. Comment, la chair de ta chair. Et là, et tu me sais pas, il me dit, je m'en fous, il mourra comme moi. Aucun important. J'ai vu avec Sturgisdorf, on pend un petit gamin de 16 ans, accusé d'avoir voulu s'enfuir. Il traînait la patte simplement parce qu'il n'avait plus la force de marcher. Bon, au moment où on va le pendre, après que Berlin a donné l'ordre par Oranienburg, le chef du camp allemand, ce chef dont je vous parlais, dit, il y a le père ici. Et un petit vieux sort, il faisait vieux, en réalité, il ne veut pas l'être beaucoup. Il lui dit, tu vas pendre ton fils. Il lui a mis la corde au cou. Il lui a dit, maintenant tu tires. Et j'ai vu le père pendre, tirer sur les pieds, le fils tire la langue et le père tire les pieds. Donc vous voyez l'abjection de l'âme humaine jusqu'à quel point, maintenant ils n'en sont pas responsables. On était arrêté, ce que je voulais vous dire dès le départ, on est arrivé à faire, les Allemands étaient arrivés à faire avec la souffrance, avec la faim, avec l'usure, avec l'idée que vous n'aviez plus rien et que vous y passeriez, à faire des déportés des êtres qui n'étaient plus des hommes. Pendant ce temps,
Quelle est l'attitude des SS? Maintenant, quel était le comportement des SS? Je vous l'ai dit, les SS venaient donner des ordres. Les médecins allemands, ce fameux Mengele, je ne vous le décrirai pas, entre les expériences qu'ils faisaient, dont ma femme même qui est morte en déportation, sur laquelle il a fait des expériences, c'était des êtres qui n'étaient plus des êtres humains, c'était des robots au service je ne dis pas d'un idéal, le mot serait trop beau, mais d'une doctrine, et il appliquait sans aucune pitié. Et la ruse s'ajoute à la cruauté. J'avais appris depuis le jour où j'étais à la gare de Birkenau que tout ce qui était dur avec les Allemands était pour nous bon, et que quand on nous faisait une faveur, c'était un drame. Je vous cite un exemple. Un jour, j'arrive de commando, le médecin allemand dit « Oh, c'est dimanche, aujourd'hui, si vous voulez, ceux qui ne veulent pas travailler, vous pouvez vous reposer, exceptionnellement. Ceux qui veulent aller travailler aux puches de pommes de terre, vous y allez. » Je suis parti au commando de travail, parce que je savais qu'il y avait un piège là-dessous. Et 5 ou 6 copains avec moi, nous sommes allés au travail. Quand nous sommes revenus le soir, tout le bloc où je me trouvais avait été envoyé au four comme inapte au travail. Du moment qu'ils avaient refusé de se présenter au travail, ils étaient considérés comme inaptes. Et l'absurde rejoint parfois à la fois la ruse et la cruauté. Là, il m'est arrivé avec les Ziganes, j'ouvre aussi des exemples parce qu'on nous demande des exemples personnels. Une zone très curieuse. J'avais avec moi un capot polonais qui me torturait, me faisait travailler comme un damné. Un matin de très bonne heure, il me dit, nous allons aller prendre le pain. Alors, prendre le pain, ça consistait à porter comme une chaise à porteur, là, qui était remplie de pain. Elle devait peser 50, 60, 80 kilos, j'en sais rien. Pour moi, c'était la montagne à soulever. Et quand on portait ce pain, c'était terrible. Je tombais, il me battait pour me relever. Et en passant dans les Ziganes, c'est pour ça que j'y pense, je vois une femme Zigane qui lui présente un paquet de cigarettes et qui dit, les cigarettes contre du pain. Et mon capot accepte. La Zigane lui jette le pain, lui jette le paquet de cigarettes et lui jette le pain. Et le paquet de cigarettes tombe entre les fils électrifiés, à haute tension. Et encore là, me juive bonne, mon capot se précipite pour prendre le paquet. Et c'est là que je dis que la me juive est bonne. Malgré qu'il m'ait torturé, qu'il m'ait frappé, qu'il m'ait battu, je lui dis non, ne le prends pas, tu vas crever. Il me dit, ouais, ben, il me donne une gifle, là, enfin une poussée, et il met la main entre les fils et il prend le paquet de cigarettes. Mais, en prenant le fil, il n'a pas vu son front. Il a touché avec le front, il a été foudroyé. Je me précipite, je veux le prendre, mais je sais très bien que je vais être électrocuté, je me retire, je vais avertir, et ce homme qui m'avait torturé venait de mourir entre les fils électrifiés. La cruauté même face à la foi religieuse. Et là, je rends encore hommage aux chrétiens, parce que, vous savez, j'ai vu parmi les chrétiens des choses splendides. J'ai vu un jour un déporté traîner des cadavres, et lorsqu'il est arrivé dans la fosse commune, ça paraît des histoires, mais croyez que c'est vrai ce que je vous dis. Il y avait son père dans la fosse. Il s'est mis à genoux, il s'est mis à prier. Le SS allemand est venu, lui a donné un coup de pied dans le dos, il a dit, va rejoindre ton père. Ton père va le rejoindre, lui a dit. Il est tombé dans la fosse, il a roulé, et une image qui ne paraît pas même humaine, qu'il faut décrire peut-être dans l'enfer. On voit ce petit jeune homme qui est en train de gravir des cadavres pour essayer de sortir, et le SS qui tirait dessus, il l'a tué. Donc vous voyez que des choses comme ça. Pendant ce temps, on a parlé de la Croix-Rouge et de son rôle. Quel a-t-il été? Ah oui, parlez-moi de la Croix-Rouge. C'est une honte. La Croix-Rouge n'a jamais mis les pieds dans un camp d'Auschwitz, ni de Birkenau, de mon vivant et de mon séjour. Je dirais même mieux. Lorsque j'ai été libéré et que je me trouvais à Bergen-Belsen, j'ai vu arriver un jour une jolie femme avec un officier. Elle était de la Croix-Rouge. Elle nous a souri, elle a parlé un petit peu, elle a fait la belle fille, et puis elle partit comme si elle était venue visiter un jardin zoologique. Nous n'avons jamais reçu un colis, nous n'avons jamais été contrôlés. D'abord, je crois qu'ils n'avaient pas le droit, il faut dire à ce déchat. Ils n'avaient pas le droit d'être contrôlés. L'attitude de la population civile allemande doit être soulignée. Mais ce que je veux expliquer, là, tout à l'heure, il y a eu des remous là-dedans. L'attitude de la population.
La population allemande, je la connaissais puisque j'ai travaillé, quand j'ai quitté Birkenau, dans des gares. Et rarement, vous savez, j'ai vu dans le regard de la population un regard de piqué, un geste d'amour. Le seul geste d'amour, je vais le dire, que j'ai vu dans toute ma déportation, j'étais une fois à, je ne me rappelle plus, un petit village, et je travaillais, une petite vieille est passée. Je dis une vieille parce qu'elle devait être tout à fait d'une autre génération. Elle m'a jeté une pomme et elle s'est enfuie. Parce que si on l'avait vu me jeter la pomme, elle aurait été tuée. C'est le seul geste humain que j'ai vu. Par contre, lorsque nous passions dans les gares, dénudés, maigres, cadavériques, la neige sur le corps, les gens nous jetaient, excusez-moi les expressions, la merde par-dessus le pont. Nous étions dans des wagons vides. Ils nous jetaient des excréments sur les wagons. Donc, de la population, certes, il y avait des gens qui étaient bons. Il y avait des gens, mais ils ne les ont jamais manifestés. Ils avaient la terreur, d'ailleurs. Mais je n'ai jamais trouvé, et nous passions le soir en commando dans des villages, jamais un geste, un regard de pitié, même pas de bonté. Mais la chose par laquelle je veux conclure, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'inhumanité des hommes. Des hommes, j'entends. Nous passions dans des gares où la population allemande nous voyait. Ils étaient sur les ponts, ils nous jetaient des crottes, ils nous jetaient des pierres. Ils avaient devant eux des hommes qui étaient nus dans des wagons par moins 2, moins 4 degrés. Aucun geste de pitié, aucun regard de bonté dans les villages, dans les camps, dans les gares, en particulier à Hanovre. J'étais dans une gare, à un moment donné, les soldats allemands ne nous gardaient plus. Il y avait beaucoup d'enfants qui nous gardaient et de vieillards. Il y avait des petits gamins de 14 ans avec la mitrailleuse. Et nous en avions une peur terrible de ces gamins. Parce qu'un homme est courageux, il sait quand il doit tirer. Même un petit gamin, à peine il nous voyait bouger, brrr, il lâchait et il tuait comme ça. Donc même dans le regard de ces enfants, on ne voyait jamais de la pitié, jamais un geste, jamais un mot ou un regard de pitié. Non, ça jamais je n'ai vu dans la population allemande. Non, je vais plus loin. Il y avait un endoctrinement tel que de petits gamins de 12 ans qui nous gardaient à Bergen-Belsen ou à Hanovre, jusqu'aux vieillards que j'ai vus des Volksdeutsch, c'est-à-dire pas des Volksdeutsch, des vieillards qui étaient des hommes qui n'étaient plus mobilisables, mais qu'on nous envoyait nous garder dans les gares. Je n'ai jamais vu un homme avoir un geste de pitié, un geste de bonté, rien. Nous passions dans des villes, dans des villages le soir, mais je n'ai jamais vu. L'endoctrinement était tel qu'on leur aurait fait faire n'importe quoi. Maintenant, peut-être que dans leur esprit, nous étions des bandites. On leur faisait croire que nous étions aussi des grands bandits. Mais enfin, ça ne justifiait pas ce manque d'humanité. En aucun cas. Les populations des camps et les relations entre détenus. À Auschwitz se côtoyaient des déportés de nombreuses nationalités. Et tout d'abord, des hommes venus de l'Est. Et des hommes comme les Tchèques, les Polonais étaient résistants. J'ai vu les Russes prisonniers de guerre tenir très durement. Et aussi de nombreux déportés des pays méditerranéens. Ainsi, les Grecs. J'ai vu disparaître tout Salonique. Tout Salonique a disparu à mes yeux, en moins d'1 an. C'était des hommes qui étaient un peu fragiles par la température que nous avions dans le camp, qui était de moins 20, moins 15, moins 10 couramment. Les juifs polonais, les juifs grecs de Salonique étaient très bruyants. Les Allemands ne les aimaient pas beaucoup. Ils les appelaient klepsi, et parce qu'ils les accusaient de nous chuper le pain. Les pauvres, ils se débrouillaient comme on pouvait, et tous le faisaient. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour organiser, c'est-à-dire se débrouiller et survivre.
Ils sont morts dans des considérations, dans des circonstances très très pénibles, très courageux. Ils se débrouillaient bien, ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient, mais ils ne supportaient d'abord pas le climat, ils ne supportaient pas, ils ont été soumis à des travaux très très pénibles, en particulier la construction du camp de Birkenau. Ils travaillaient dans des canalisations, j'y ai travaillé pendant un certain temps, dans des canalisations glacées. J'ai vu disparaître donc tous les Saloniciens. Il en a subsisté à la Libération que quelques rares, et en particulier ceux qui parlaient bien l'allemand, qui avaient pu prendre des places de Schreiber, c'est-à-dire de secrétaire, quelques docteurs qui avaient eu la chance de se placer dans le camp. Et quand je suis arrivé, puisque c'est un peu le but de notre réunion ce soir, il y avait les Grecs de Salonique qui mouraient, je vais dire qui mouraient, parce que je les ai tous vus mourir les uns après les autres. C'était la période des Grecs de Salonique. Parce qu'il y avait dans les camps à Birkenau des périodes. Il y a eu la période des Français, il y a eu la période des Grecs, il y a eu la période des Hongrois, il y a eu la période des Tziganes que j'ai vu mourir aussi. Et ils étaient exterminés d'une façon assez systématique. Les Grecs de Salonique ont été exterminés de façon assez curieuse. D'abord, personnellement, ils ne supportaient pas le froid. Pour des gens qui venaient du sud de l'Europe, malgré qu'à Athènes et à Salonique il y ait des périodes froides, les Grecs n'ont pas supporté. Ils mouraient très très vite au travail, à la fatigue et au coup. Des Français aussi. Nous, les Français, nous étions très, très, très diminués parce que dans le camp d'Auschwitz, c'était des Polonais. Qui parlaient le polonais parmi les Français? Très peu. L'allemand, très peu. C'était la tour de Babel. Le français s'est conduit d'une façon courageuse, mais n'avait pas aussi la force physique et surtout morale. Enfin, beaucoup de Tziganes. J'ai vu disparaître aussi, et je leur rends un hommage éclatant, aux Tziganes. Les Tziganes ont été très bons, vous savez, avec les Juifs. Il y avait des Tziganes qui étaient mêlés à nous et ils partageaient notre souffrance. Alors que beaucoup d'autres déportés, les Polonais, même les Juifs polonais, vous savez, ont été très durs avec nous. Nous pouvions rouler un capot allemand, mais il était très dur de rouler un capot polonais, juif, parce qu'il avait l'intelligence juive et la dureté polonaise. Et nous, quand nous partions en commando et que nous avions un capot polonais, nous tremblions, juifs polonais. Les Russes, les communistes, ont été très durs avec nous et avec tous les Polonais. Ils ont oublié qu'ils étaient des déportés. Les seuls qui ont été très bons pour nous, qui étaient très bons pour nous, ont été les Tchèques et les Tziganes. Je reviens surtout aux Tziganes. Ils ont été tous exterminés en 2 nuits. Je me suis couché un soir à Birkenau. J'avais été faire des corvées dans le camp des Tziganes. Et le lendemain matin, tout avait été brûlé. Donc vous voyez que les histoires de feu à gaz et de brûler les hommes instantanément se faisaient facilement, puisque tout un camp de Tziganes a été détruit. Les hommes avaient été envoyés au travail, c'était les femmes et les enfants qui restaient. Le 1er mai, je m'en souviens pas, c'était une date trop facile pour nous, le 1er mai 1944, me voilà à la gare d'Auschwitz avec des Tziganes. Ah, alors pour les Tziganes, j'ai une reconnaissance éternelle. Je les ai vus mourir avec un courage inouï. Vous savez, les hommes avaient tous été envoyés dans des commandos très très durs et étaient morts. Et les femmes servaient de bordel pour les soldats allemands. Il y avait à côté de moi un camp de femmes tziganes, quelques hommes, beaucoup d'enfants. Et j'y suis allé souvent travailler dans ce commando. Et j'ai vu des choses qui dépassaient l'entendement, puisque je voyais vivre ces enfants. Les nôtres, malheureusement, avaient tous été envoyés au four, on ne les voyait plus. Tandis que les enfants, les Tziganes, je les voyais souffrir et mon âme en était déchirée. Et je vous disais, le 1er mai, donc, je me voilà arrivé pour être envoyé dans un camp spécial. Et j'ai une chose qui a été une nuit merveilleuse pour moi qui avais vécu dans le froid, la douleur, les coups, la maladie, la torture morale dont je parlerai après parce que ce sera peut-être ma conclusion. Me voilà dans un bloc avec 2 Tziganes qui ont un violon.
Et nous étions 5 ou 6 déportés qui allions le matin même partir pour destination inconnue. Et ces Tziganes, avec une bonté d'âme énorme, nous disent, nous savons combien vous avez souffert, nous allons vous jouer pour vous. Et toute la nuit, vous entendez peut-être 4 heures ou 5 heures, ils nous ont joué des morceaux. C'est une nuit inoubliable pour quelqu'un qui souffrait. Cette cohabitation soulève la question des relations entre déportés. Elles étaient, en principe, difficiles à établir. Il faut dire que dans un camp comme Birkenau, il n'était pas question d'avoir ni relation ni amitié. On ne se connaissait pas, on se voyait 2-3 jours, ça changeait continuellement. Les commandos qui arrivaient, les convois qui arrivaient se changeaient tous les jours. Elles ont été même parfois mauvaises. Parce qu'il faut dire aussi une chose à l'honneur peut-être non seulement des juifs mais de tous les déportés, parce qu'une fois que vous étiez au camp, il n'y avait plus de juifs ou de chrétiens, c'est des Polonais que je n'aime pas, je vous le dirai pourquoi, et je n'ai pas honte de le dire, même dans l'histoire, ils ont été très durs pour les Français. Pour les Français, ils nous reprochaient de n'avoir pas fait la guerre avec eux et d'avoir essayé d'écraser la Pologne. L'espoir de survie crée un désespoir où chaque déporté est prêt à sacrifier son frère. Des juifs, parfois, avaient des juifs pour victimes. Mais ne croyez pas que les juifs furent très bons aussi. Les capots juifs étaient terriblement dangereux. Écoutez-moi, Barsion. Quand j'avais affaire à un capot allemand, c'était un salopard. Quand j'avais affaire à un capot juif, il était intelligent et salopard. On ne roulait pas un capot juif, on pouvait rouler un capot allemand. Je l'ai combien de fois roulé, hein? Mais je n'ai jamais pu rouler un capot juif.